A very good afternoon, colleagues, ladies and gentlemen. I want to welcome you to our weekly webinar series on mpox. This webinar series started on the 23rd of April, and so far we've had 3 sessions. On behalf of the MR leadership here at the Nairobi Hub, I want to extend my thanks to our eminent experts who have shared very rich insights in supporting this agenda. And of course, to all of us for sustaining our participation on this very important webinar to date. Colleagues, today we are having the 4th of the 5 sessions, and it's titled Research Expositions and Prophylactic Use of Vaccine in Managing mpox. And we have eminent experts here who are going to lead the 2 sessions for today. We have Professor Emmanuel Nakuni, who is a scientific director at the Institut Pasteur in CAR, and also Professor Mark, and a disease microbiologist expert from Canada. Colleagues, as usual, before we start, we need to really understand the housekeeping. And this has been done throughout the previous session and for every WHO-supported webinar. You have to note that this virtual training adheres to the code of conduct to prevent harassment, including sexual harassment at a WHO event. We are going to have 2 platforms here. They are really going to be very important. We have the Q&A feature, where we encourage you to share or to post your questions that are relevant to each of the presentations. And we have the chat feature, where you can introduce yourself and share whatever challenges you have, and we are going to support you accordingly. Next is we have the opportunity to follow this webinar in your language of comfort. We have 3 languages here: English, French, and Portuguese. I want to say a big thanks to our interpreters who will ably serve you accordingly. You also have the opportunity to show caption or hard caption, as you've just seen on that illustration, just to make things easier for you. I want to also inform you that by you logging in or participating in these sessions, we have your consent to be recorded. And we want to promise you that all the materials, both the recordings, will be shared with the participants at the end of the webinar. But also, please expect from us an evaluation of this session. We are going to send you a survey link to complete. Colleagues, ladies and gentlemen, we have the agenda here. As earlier stated, we have only 2 presentations today, and each of the presentations will last for 30 minutes. We'll allow both of them to take place, and we have our Q&A session that will last for 20 minutes. In managing the Q&A, I have my colleague, Dr. Yolina Adisu, who will be helping Al-Hassan and the rest of the coordinating team. Ladies and gentlemen,
It's my pleasure for me now to invite our first presenter, who is Professor Mark. Thank you. Thank you very much for the kind introduction. Merci beaucoup pour l'invitation. I will share my screen. Thank you. Go ahead. Okay, thank you very much. I assume you could see my screen. So I'm going to be speaking about use of vaccines for post-exposure prophylaxis of mpox and review of a SMART trial. Yeah, so part of the challenge with the data around vaccines is a lot of the studies were not done as pre-planned studies. So I'll be reviewing those, and then I'll be reviewing our randomized controlled trial. So the background, of course, as many of you know, is that the typical presentation of mpox includes a prodrome that's characterized by fever, malaise, headache, myalgia, and lymphadenopathy occurring typically 5 to 13 days after the exposure. And this is followed by a skin rash of vesicular or pustular skin lesions, which progress over time to become scabs. Mpox can lead to very severe complications that include pneumonia, encephalitis, sepsis, and ocular infections, often secondary to bacterial superinfection. And understanding the effectiveness of a targeted approach of post-exposure prophylaxis with a vaccine is really an important public health goal. And I'm going to focus on the modified Vaccinia Bavarian Nordic vaccine, because this is the vaccine that we're going to be testing in our randomized controlled trial, otherwise known as MVA-BN. And that's a non-replicating vaccine that's recommended now in many jurisdictions for pre or post-exposure prophylaxis. Now, the MVA-BN was licensed based on challenge studies in a primate model and based on immunogenicity. So there were no randomized trial data, and there are no randomized trial data at this point that exist on vaccine effectiveness. And so the data then are really a series of observational studies that I'll review before reviewing our randomized controlled trial. And as I mentioned, these were, important studies, but they weren't pre-planned. In other words, they were done after the data was assembled. And as you'll see, there are many limitations. So this study was a study that was done in Seattle. And what they did is they identified a cohort that visited a particular clinic between January 2020 and December 2022. That was the cohort, which was followed up beginning in May of 2022. And using sort of linkage data, they were able to follow up the individuals who were vaccinated and compare them to those who were not vaccinated. And one of the challenges in these sort of so-called real-world evidence observational studies is that things change over time. So initially, there was post-exposure prophylaxis, and it changed over the course of the study to pre-exposure. And the criteria actually for an individual getting a vaccine changed as well. Furthermore, it wasn't always clear whether the vaccine was intradermal or subcutaneous, and notably, they didn't adjust this in the analysis. But nevertheless, they found that the incidence of mpox per 100 person years was 8.83 among those with no doses, so that's sort of the control, 3.32 among persons with one dose, and 0.78 among those with two doses of the MVA vaccine.
So that really translated into an adjusted hazard ratio of 0.9. So roughly about an 80% risk reduction with one dose. And somewhat surprisingly, with two doses, there was really no difference. Again, about an 80% risk reduction. The second study was done in New York. This was a case control study. They were looking at cases of mpox between July and October 2022. So they identified the cases, they used contemporaneous controls, the individuals who never had mpox, and they used linkage to state vaccination records. Okay. And so what's notable here was individuals that had been vaccinated 0 to or looking at events after 0 to 13 days after the first dose. There was really no effect. And the effectiveness started to occur after 14 days after the first dose. So you could see vaccine efficacy or effectiveness of 68%. When they looked at events after the second dose, it rose to about 88.5%. And after 14 days after the second dose, 76%. So as you can see, some of these studies are, as I'll show you, are sort of post-exposure prophylaxis, which is what we're trying to study in our trial. Some of them, of course, like this one, are pre-exposure. The next study by Dalton and colleagues was a similar type of case control study, but this was multi-jurisdictional. So it wasn't focused on one state. They looked across states in the United States. And here they were using intradermal dosing. So basically it was a dose-sparing approach of using 0.1 mils. And as far as I can ascertain, it included both post-exposure and pre-exposure strategies. It was a matched case control study, again, in 12 US jurisdictions. For every case, they had 4 controls, and they did adjust for the route of administration. One of the challenges or limitations was that a lot of the exposure history was ascertained by survey. So just really asking people about their exposure, which of course could lead to biases. So with partial vaccination, they estimated a vaccine efficacy of 75%. With full vaccination, roughly 86%. The next study by Deputy and colleagues was one that, again, compared cases to controls, and here they were using an electronic platform. So they used the EPIC platform, again, very pragmatic, but very limited because there's very limited information on exposures. It's hard to know whether vaccine doses here were given as pre-exposure or post-exposure prophylaxis. And what they ascertained and adjusted vaccine effectiveness estimates was from one dose, about a 36% effectiveness, with 2 doses, 66%. This next study used electronic medical records, and this was done in Israel, where they were looking at pre-exposure prophylaxis. And here the estimate was really high, about an 85% risk reduction, a hazard ratio of 0.14. The next study by Bertrand and colleagues was done in the UK. So this was using a matched coverage, and this is also known as the screening approach. So basically, they used, if you look at the proportion of mpox cases that are vaccinated, and you look at uptake of the vaccine in the population, usually at similar time points, to try to estimate vaccine efficacy. So what they found is really not much of an effect from day 0 to 13 days. But after 14 days, they found a 78% vaccine effectiveness. Again, this was pre-exposure, not post-exposure.
In contrast, this was a study from Spain that looked at post-exposure vaccine effectiveness, which is what we're going to be studying in our trial. And they basically looked at subcutaneous dosing. So it was a little bit more narrow. They were mixing intradermal and subcutaneous, and they had more evidence about the exposures. They had epidemiologists who were ascertaining what the exposure was. And you could see, again, the vaccine estimates, as you can see, are all over the map. These are quite high. If you look at time exposure to vaccination within 6 days of exposure, and 85% or 86% vaccine effectiveness at 7 to 13 days, 90%, 14, 20 days, 88%. So very, very high vaccine effectiveness in this with this data set. But there have been breakthrough infections after post-exposure vaccination. This was a study from France looking at 276 participants that were vaccinated anywhere from 0 to 16 days after a high-risk mpox exposure. Again, they didn't provide a vaccine efficacy estimate, but as you can see, there are a number of cases, there were 10 cases that, the days since vaccination, within about 10 days, there were breakthrough infections. So again, the story again continues with very varied estimates. And this is an interesting study because what they did here is they used data from New York City and they compared just sort of a traditional observational multivariable regression estimate with a target trial emulation. So the target trial emulation tries to avoid immortal time bias. So it's interesting to actually compare the results. It's sort of, obviously it's not a randomized controlled trial. They can't randomize, but it sort of emulates the trial and tries to get rid of this immortal time bias. And you can see that through the regression estimates, if the traditional approach, which was 0 to 14 days after the last exposure, yielded a vaccine effectiveness of 78%, 0 to 14 days after the first exposure was 73%, but not much of an effect with the target trial emulation approach. So just to summarize, there are huge limitations in most, I'd say, in all of these studies, because they weren't pre-planned. They were done after the fact. They involved linkage. Sometimes the type of dosing just wasn't really clear. They used administrative databases. Some used historical controls. Sometimes, as you saw, there were no controls. There's likely, a lot of residual confounding. There's certainly immortal time bias, and of course, they're done not in Africa, but in mainly in the United States and in Europe and in the UK. So a lot of limitations. Okay, moving on now, I'll review our SMART trial. So the SMART is an acronym for smallpox vaccine for mpox post-exposure prophylaxis, a cluster randomized controlled trial. And I'm presenting this on behalf of the very large SMART trial investigative team with very, very dedicated investigators. And there's so many names. I'm afraid I'm not going to, I probably spend 20 minutes naming everybody. So I'll stick to the site PIs from the DRC. We have Dr. Patrick Katoto, who's leading the charge with this great team. From Uganda, Professor Bruce Kiringa. From Nigeria, Dr. Demi Ogoina, and from the various states in Nigeria, we have Dr. Kemi Odekenbi, Dr. Garba, Dr. Habib, Dr. Adamu, Dr. Akasi, Dr. Elisha, and Dr. Away. So a great team that's formed a relatively large consortium to try to address the question of
post-exposure prophylaxis. So just to go back to the vaccine, the MVA-BN vaccine is a non-replicating smallpox vaccine currently available for mpox post-exposure. Its licensing was based on challenge studies in a primate model and based on immunogenicity. Again, there are no randomized trial data on vaccine effectiveness. So the primary aim of this cluster randomized controlled trial is to determine if the MVA-BN vaccine can reduce in exposed household contacts of confirmed mpox cases, 1, RT-PCR confirmed mpox, and 2, symptom severity using a score that I'll describe in a few minutes. So it's a pragmatic, adaptive, multi-center, blinded, parallel group, cluster randomized controlled trial in the household members of index cases. So again, the participants are those high-risk contacts because they're household members. And they're really households where one or more of the members have laboratory confirmed mpox. So the unit of randomization is not at the individual level, it's at the household level. So the study interventions, the experimental group, again, some households are randomized to the MVA-BN vaccine, so using 0.5 mils of the vaccine subcutaneously once within 14 days of onset of illness in the index mpox case, okay? The control is using the typhoid vaccine, 0.5 mils IM vaccine given once, again, within 14 days of onset of illness to the index mpox case. Again, we're vaccinated the households, but based on the timing is with respect to the onset of illness in the index case. So the eligibility criteria include household members of persons with lab-confirmed mpox, age 2 years and over, exposure, as I just mentioned, within 14 days of onset of illness of the mpox case. We exclude individuals who are pregnant, breastfeeding, have had a past serious allergic reaction to any study vaccine component, previous smallpox vaccination, current or planned use of another investigational drug at any point during study participation. Randomization is computer generated, done centrally. Stratification, like most trials, is done by center. The participants, investigators, outcome assessors, laboratory technologists are blinded. Those nurses who administer the vaccines remain unblinded. So the primary outcome is assessed over 28 days, and we will extend the follow-up to 56 days to look for resolution of skin lesions and other secondary outcomes, and also adverse events. So the follow-up is done by telephone contact weekly. There's sample collection at any time upon symptom onset, but we do routine sample collection, again, whether people have symptoms or not, of serum, saliva, nasopharyngeal, and lesion swabs, if applicable, on day 7 and day 28. So it's symptom-driven, but it's also looking at asymptomatic illness as well, or asymptomatic infection. Any participant who doesn't want to, is randomized but doesn't want the vaccine, is continued to be followed up through the last final visit, just as we would using this intention to treat approach. So the co-primary efficacy outcomes are RT-PCR confirmed mpox and a symptom severity score. So this score is based on 12 symptom items, each assigned a score of 0 to 5 for a total measure of anywhere of 0 to 60. So it was derived by first conducting a literature search. We used a Delphi-type process where investigators were asked to rank each of 34 symptoms using a Likert scale from 1 to 5. So 1 was the highest priority, 5 was the lowest priority. So we selected the 12 symptoms with the lowest scores and included those. So those 12 included fevers, chills, back pain, joint pain,
anogenital pain lesions, being bedbound, diminished activity, difficulty swallowing, sore throat, nasal discharge, congestion, headache, or rash. And each of these is assigned a score of 0 to 5 for a total measure of 0 to 60. Secondary outcomes include time to resolution of skin lesions, that is, until a new skin layer is formed, the number of skin lesions. We'll also measure the world quality of life using the World Health Organization Quality of Life Scale. We'll look at mpox complications, be they pneumonia, encephalitis, sepsis, ocular lesions, proctitis, urethritis. We'll use a zoster brief pain inventory that's adopted for mpox, look at all-cause hospitalization and all-cause mortality. The sample size is based on a secondary attack rate of 6% in the control group, and we estimated 4 unvaccinated members per household for an intra-cluster and an intra-cluster correlation rather of 0.01. And using these figures, we estimate a sample size of 195 household in each group, that is 780 participants in each group will allow an 80% power to detect a 50% relative risk reduction in RT-PCR confirmed mpox with the vaccine. So the approach is that we'll test for the first co-primary outcome, that is the PCR confirmed mpox, with a two-sided alpha of 0.046. If it's not significant, we test the second co-primary outcome with a two-sided alpha of 0.004, where we'd have 90% or 99% power to detect a mean difference of 10 points, assuming a standard deviation of 15 across various coefficient of variation of cluster sizes that range from 0.4 to 0.6. Therefore, our overall power for the trial is estimated to be over 90%. So in terms of analysis, the plan is to use a generalized linear mixed model with a logistic link and a random intercept for household to account for clustering. For symptom severity, we'll use a t-test on household level data weighted by household size. And for time to resolution of skin lesions, number of lesions, quality of life, zoster brief pain inventory, we'll use a t-test on household level data weighted by household size. And for these sort of binary complications, mpox complication, hospitalization, death, we'll use a generalized linear mixed model on participant level data with a logistic link and a random intercept, again, adjusting for clustering. As a secondary analysis, we propose a multivariable analysis where various covariates are considered when modeling the effect of the vaccine on RT-PCR confirmed mpox. In terms of subgroup analysis, we'll assess whether the following variables modify treatment effect: age, sex, time to vaccination, presence or absence of comorbidities at baseline, and the extent of household exposure. So this is a flow diagram just summarizing what I've been describing: our eligibility criteria, inclusion, exclusion, 390 households of index mpox cases randomized to either the MVA vaccine or typhoid, and then followed up for the co-primary outcomes of RT-PCR confirmed mpox or a symptom score. We also propose a plan to do an immunology sub-study, so where we look at 250 index cases, obtain baseline data, and then obtain serum, saliva, nasopharyngeal specimens, and a swab of skin lesion, test for RT-PCR, follow up these participants at day 7 and 28, looking at if there's PCR product, doing sequencing, looking at serum, saliva, antibodies, cytokines, chemokines, and also obtaining PBMCs for T-cell studies. Data management we'll use electronic case record forms. All data, of course, is kept secure and confidential and de-identified at McMaster. And that was my last slide. Thank you very much. Very big thanks to Prof. Mark for a very brilliant presentation on the use of vaccine for post-exposure prophylaxis of mpox.
Colleagues know that it's a very rich information, scientifically rich evidence on the vaccine. Q&A platform or feature, and also Prof will visit and see how he can answer to some of your queries. But you will have the opportunity during the Q&A session to come online and ask your question. That said, our next session is titled Broader Exposition on Research Findings and Evidence-Based Sharing mpox. Notre prochain présentateur est le professeur Emmanuel de l'Institut pasteurisé de Bangui. Professeur Emmanuel, vous avez la parole. Et merci. Thank you very much. I will share the slide. Bon. C'est bon, vous pouvez voir les diapos? Yeah, it's fine. Just have it on slide. Be wonderful. All right, thank you. Okay. Thank you very much. My slides are in English, so to be comfortable, I will present in French. Si je vais aussi couper la vidéo parce que la qualité de la connexion est très mauvaise ici. Donc, je voudrais remercier les organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de présenter les travaux de recherche que nous avons conduits et nous continuons de conduire en République centrafricaine. Ma présentation va suivre le plan suivant que je vais passer rapidement dessus. Et en termes d'historique, on sait tous que le mpox, c'est une maladie zoonotique transmise de l'animal à l'homme. Le premier cas a été identifié en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, à partir de 2022, on sait qu'il y a 2 cycles de transmission de ces virus. Le premier cycle, c'est celui qui s'est toujours déroulé dans les pays endémiques de la variole du singe. Et à partir de 2022, on a vu apparaître un deuxième cycle. S'agissant du premier cycle, on sait que le virus était transmis de l'animal réservoir qui peut être des écureuils, des rongeurs, à l'homme. Et ensuite, il y a une transmission interhumaine de l'homme à l'homme. Les singes, l'homme sont des hôtes accidentels. Et les zones endémiques sont les zones de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. À partir de 2022, on a vu émerger, après importation du virus en Occident, on a vu émerger un variant dont le mode de transmission était uniquement interhumain. Au niveau du réservoir aussi, on sait que d'abord le virus il a été isolé pour les singes qui étaient en captivité en Danemark. Et à partir des années 85, on a commencé à mettre en évidence la circulation du virus dans le milieu naturel, en particulier des rongeurs, parmi lesquels il y a majoritairement des écureuils
et des preuves ont été rapportées à partir d'études menées en République démocratique du Congo en 86, au Ghana en 2004 et en RDC en 2020, où on a mis en évidence soit par isolement viral, soit par la PCR, soit par la présence des anticorps chez différentes espèces qui sont représentées dans les images que vous avez sur votre droite. Et aussi, on a vu que les primates non humains, je l'ai déjà dit, sont de hôtes accidentés. On a quand même en Côte d'Ivoire mis en évidence la présence du virus dans les fesses de certaines espèces animales. En termes d'évolution, donc ces deux lignées qui circulaient dans les zones endémiques, à savoir le clade 1, le clade 2, on a commencé à avoir une augmentation du nombre de cas à partir des années 90-99. Et en 2018, on a vu une augmentation spectaculaire de nombre de cas à travers l'épidémie qui était survenue au Nigeria, où on a tous on a vu qu'il s'est passé quelque chose et à partir de ce moment, tous les pays étaient encouragés à mettre en place une activité de surveillance pour pouvoir donc détecter et montrer le poids de cette maladie. Sur la carte qui est sur notre droite, vous pouvez remarquer que le nombre de cas est beaucoup plus important en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest et ce n'est qu'à partir des années 2018 que le nombre de cas a commencé à augmenter en Afrique de l'Ouest. Je vais donc vous présenter la situation de travaux réalisés en République centrafricaine et il est important de vous montrer ici que la République centrafricaine a un faciès géographique qui fait qu'on a une zone sahélienne vers le nord et forestière vers le sud en fonction des climats et des végétations, vous allez vous rendre compte que la majorité des cas vont survenir seront fonction justement du climat et de la végétation. Pour cela, nous avons donc, pour bien comprendre, il faut savoir que jusqu'aux années 2022, quand la grande épidémie est survenue, on avait très peu de connaissances sur la zoologie, la virologie, l'écologie, l'épidémiologie et l'anthropologie de cette maladie. Pour cette raison, nous avons donc entrepris cette étude dans le contexte Une seule santé pour comprendre la zoologie du virus, c'est-à-dire comment le virus, quels sont les animaux qui sont réservoirs de ces virus, comparaître par exemple les niches écologiques des virus et des animaux, rechercher les virus sur des spécimens anciens. En virologie, nous nous sommes fixés comme objectif de réaliser d'abord, développer des outils moléculaires qui nous permettront de faire de tester des échantillons sur le terrain, mais aussi des tests rapides, développer des tests sérologiques parce qu'aujourd'hui, on sait que la technique de référence, c'est la biologie moléculaire, mais c'est aussi important de faire des enquêtes de prévalence pour voir les zones de haute prévalence et aller rechercher de probables réservoirs. Mais nous avons aussi fixé comme objectif de caractériser les différentes souches qui circulent dans la région. Au niveau de l'épidémiologie, ben, c'était déjà à partir de l'analyse des données rétrospectives, investiguer systématiquement toutes les épidémies et réaliser des modélisations mathématiques pour essayer d'anticiper la survenue de ces épidémies. Au niveau anthropologique, on s'était fixé pour objectif de comprendre l'anthropologie de la maladie, l'ethno-histoire des écologies, mais aussi l'ethno-écologie, c'est-à-dire la relation entre la faune. Et s'agissant de l'écologie,
Le but de cette étude était de caractériser l'environnement favorable à la survenue des épidémies, le changement écologique récent et à partir de l'analyse de l'atlas de données environnementales. Donc, premier objectif, c'est l'analyse ou bien la recherche au niveau virologique. Donc, ce que nous avons fait, nous avons d'abord commencé par séquencer le génome complet des 10 souches de monkeypox isolées en République centrafricaine entre 2001 et 2018. On a choisi des souches en fonction des différentes régions du pays et ceci nous a donc permis de voir qu'il y a une proximité génétique avec les souches qui circulent en République démocratique du Congo. Et on a aussi vu qu'il y a une circulation transfrontalière. Nous n'avons qu'un seul sous-type, un clade qui circule en Afrique, en République centrafricaine, c'est le clade 1 qui circule en République démocratique du Congo, République du Congo, République centrafricaine et une partie de la République centrafricaine. Il faut savoir que en Afrique, au jour d'aujourd'hui, il y a un seul pays qui a mis en évidence la circulation des deux clades, clade 1 et clade 2, c'est le Cameroun, qui fait frontière avec le Nigeria, mais aussi avec la République centrafricaine. Donc, l'un de nos objectifs, c'est également caractériser ces souches pour nous permettre de détecter rapidement le cas où le virus du clade 2 surviendrait dans cette partie du pays. Aussi, donc, l'analyse de ces différentes séquences nous ont permis d'avoir une idée sur la période de divergence, parce que comme vous pouvez voir cette image, nous avons les souches qui sont en couleur, sont des souches isolées en République centrafricaine, et on a deux lignées, et nous avons voulu chercher à comprendre pourquoi il y a cette différence, surtout que toutes ces souches sont isolés dans le sud de la RCA, c'est-à-dire frontière avec la République démocratique du Congo. Et l'analyse, donc la datation de ces souches nous a permis d'émettre l'hypothèse que la de divergence moléculaire aurait un lien avec les périodes de troubles civils et militaires survenus entre les années 1999 et 2004. Ceci a donc entraîné des mouvements de population à l'intérieur du pays, mais aussi entre pays. Et aussi, on a observé une augmentation, ce qui est déjà le mouvement de population, le fait que les gens vont habiter dans la brousse pour des raisons de sécurité, a augmenté une interaction entre l'homme et la faune. Hop, désolé, je vais revenir. Attendez, excusez-moi. Oui, toujours. Donc, nous avons aussi développé des outils qui vont permettre de faire des tests rapides sur le terrain. Nous sommes en évaluation de ces études qui sont publiées dans l'article qu'il y a devant vous ici. Nous avons aussi développé des outils de diagnostic rapide pour la varicelle, pour détecter la varicelle, parce que nous savons tous que ces deux fièvres éruptives, c'est-à-dire mpox et varicelle, au début sont similaires et très souvent, il est difficile de faire la différence entre le mpox et la varicelle. Donc, nous avons développé ces outils que nous sommes en train d'évaluer en ce moment pour nous permettre utilisables sur le terrain. C'est des tests rapides utilisables sur le terrain. Ceci permettra donc de détecter précocement les cas dans les zones les plus reculées, les contenir et afin d'éviter donc transmission interhumaine. Au niveau de travaux réalisés sur la zoologie du virus, nous avons donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons comparé
réalisé la comparaison des niches écologiques du virus et des niches écologiques des principaux réservoirs animaux. Ces analyses nous ont donc permis d'identifier l'écureuil Phoenicirus aneritus comme l'animal avec le plus de chevauchement des niches écologiques. Et ceci est concordant avec les différentes études réalisées tant au Nigeria, en RDC, en Côte d'Ivoire, où ils ont mis en évidence que cette espèce, Phoenicirus aneritus, serait probablement un réservoir du virus. Et quand on voit sur la carte la présence donc de cette espèce d'écureuil, on le voit à la fois en Afrique de l'Ouest, mais aussi dans cette zone de l'Afrique centrale. Donc, on a une bonne corrélation entre l'écologie des principaux réservoirs, mais aussi des endroits où les virus a été identifié fréquemment. On a aussi essayé, donc on menait des travaux d'épidémiologie pour comprendre justement l'augmentation progressive de cas de monkeypox en République centrafricaine. Et comme vous pouvez voir sur cette étude-là, la surveillance de monkeypox entre 2001 et 2021 nous a permis d'enregistrer 95 épidémies de suspects de monkeypox. Et parmi ces 95 suspicions, on a eu 32 épidémies de varicelle. 23 n'étaient pas identifiées. La cause des 23 épidémies n'était pas identifiée, c'est-à-dire que le diagnostic n'a pas permis de mettre en évidence ni le monkeypox, ni la varicelle. Et cependant, 40 épidémies ont été confirmées comme étant des épidémies de monkeypox. Et si on peut, vous pouvez voir sur cette carte, plus de 40% des épidémies sont survenues dans la partie sud-ouest de la République centrafricaine et 25% sont survenues dans la région de Mbomou, qui est à l'est sud-est de la République centrafricaine. Et vous pouvez voir que tous ces cas surviennent dans le sud, qui est une zone forestière. Nous n'avons eu qu'un seul cas dans les zones de savane et on n'a plus eu d'autres. Donc, là, il y a bien un lien entre la végétation, la température et la survenue des cas de monkeypox. On a vu qu'il y a, en termes de récurrence de survenue d'épidémies dans ces zones, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il s'agit de contamination zoonotique itérative. Est-ce qu'il s'agit de relance à partir d'une rechute clinique chez un patient guéri? Ça, ce sont des questions que nous nous sommes posées et les travaux de recherche en cours nous permettront de comprendre le pourquoi, donc la survenue fréquente de ces différentes régions. Aussi, parmi les cas confirmés, on a vu que 15%, l'âge moyen des cas est de 15 et plus de 50% sont des enfants de moins de 16 ans, dont 54% sont des garçons. Et pour comprendre ça, en Afrique, on sait que c'est à partir de cet âge-là que les enfants apprennent à faire la chasse. Donc, ils commencent d'abord à partir de 6 ans. Ils vont commencer par chasser prioritairement des rongeurs, ce qui peut facilement les exposer à des contaminations par le virus du monkeypox. En termes donc de diagnostic, nous avons reçu pas mal de prélèvements de sang surtout, parce qu'il y a eu un problème de compréhension de la définition des cas. Et parmi les prélèvements de sang que nous avons reçus, 49% étaient confirmés chez des cas
parce on prélève aussi dans le cadre de la surveillance des contacts autour des cas. Et chez les cas, on a confirmé 85, 49% et 86% des cas suspects étaient des contacts et 68% étaient indéterminés, c'est-à-dire on n'a pas pu mettre en évidence sur 22 patients, 15, on n'a pas mis en évidence la cause de cette épidémie. En termes de signes cliniques, on voit que, je vais directement à la figure qui est en bas, 100% des patients enregistrés en République centrafricaine ont présenté des éruptions sur la peau. 74%, plus de 95 pardon, ont présenté des fièvres et quand même environ 90% des patients ont eu des éruptions autour des appareils génitaux. Donc, mais on n'a pas mené des études pour savoir si ces cas étaient liés à des cas de transmission sexuelle ou pas. Mais en tout cas, on pouvait mettre en évidence autour des appareils génitaux chez environ 98% des cas. Donc, depuis la survenue de les zones non endémiques où on a vu que majoritairement la transmission était sexuelle, que nous avons commencé maintenant à regarder de près si on pouvait enregistrer des cas de transmission sexuelle. Au niveau donc surtout toujours pardon, la surveillance, on réalise systématiquement des captures de rongeurs autour des cas confirmés dans le but de pouvoir mettre en évidence le réservoir du virus Ebola. Mais il faut reconnaître qu'il y a vraiment des difficultés d'identification du réservoir animal et plusieurs études Pitman en 2022, White House en 2021 ont également confirmé que mettre en évidence le virus chez le réservoir animal est toujours difficile. Au niveau de l'écologie du virus, on a mené une étude de répartition spatio-temporelle des épidémies survenues en Afrique depuis les années 1970. Et on a également réalisé des revues systématiques de la littérature entre les cas index et les cas index zoonotiques ou transmission humaine, les cas confirmés virologiquement en Afrique entre 1970 et 2021. On a aussi enregistrer les mois d'occurrence et les localisations géographiques. Et pendant ces périodes, on a enregistré environ 181 événements, c'est-à-dire les événements ici, pour nous, ce sont des épidémies. Et on a aussi 181 événements sur 136 sites d'occurrence. C'est-à-dire qu'on a choisi 136 sites où des événements, des épidémies de monkeypox sont survenues fréquemment. On a réalisé l'extraction caractéristique des sites en termes de climat, de paysage, d'environnement, les relevés de pluviométrie, de température en journée et pendant la nuit, les feux de brousse, l'altitude. Et donc, tous ces éléments ont été récoltés, analysés pour nous permettre donc de réaliser une caractérisation et les regroupements des sites au sein de profils homogènes dans le but d'analyser, de réaliser l'analyse en composantes principales de classification ascendante hiérarchique. Donc, ceci nous a permis d'avoir une distribution
des mois d'épidémie significativement différentes selon les profils climatiques. Aussi, l'absence de saisonnalité en contexte équatorial parce que on a une circulation toute l'année. La saison sèche est moins fréquente, mais ce qu'on a pu observer, c'est que dans le contexte tropical, l'humidité et la forêt sont des facteurs principaux de survenue, donc des cas de variole de singe. Toujours en termes d'écologie, en matière de saisonnalité, on a vu qu'il y a un lien avec les activités anthropiques saisonnières, c'est-à-dire les chasses, l'augmentation de nombre de chasses, les pêches et l'extraction de mines, la collecte des chenilles en République centrafricaine. On a vu mis en évidence un réel lien entre la période de collecte des chenilles, parce que les gens ils vont aller camper, étant une source de protéines, les gens vont aller camper en forêt pendant 1 mois, 2 mois pour collecter des chenilles. Et nous avons remarqué que les grosses épidémies qui surviennent en République centrafricaine ont un lien avec cette activité qui survient pendant la saison de pluie. On a essayé de comprendre aussi les facteurs écologiques impliqués, c'est-à-dire la dynamique saisonnière des populations des rongeurs. La limitation, c'est la sous-estimation des événements, la surveillance non systématique, l'hétérogénéité des sites et du recueil des données, la longue période d'études et faible nombre d'occurrences. Tout ça, ce sont des choses aujourd'hui qui font que nous ne pouvons pas encore avoir une bonne connaissance de l'écologie du monkeypox. Donc, il est important de réintégrer la prédominance saisonnière identifiée en République centrafricaine à l'échelle de l'Afrique pour essayer justement d'émettre des hypothèses de recherche ultérieure sur le réservoir et la transmission zoonotique. En matière donc d'anthropologie, de connaissance du virus par rapport au comportement des populations, nous avons voulu donc comprendre le lien qu'il y a entre la survenue des cas de monkeypox selon les différentes régions, parce que les habitudes ne sont pas les mêmes selon les régions. Nous avons donc réalisé une analyse ethno-écologique des zones de contact interespèces, les relations entre pratiques humaines et changements écologiques, c'est-à-dire la pression de la chasse, la dynamique phonétique et la différence régionale dans l'exposition aux rongeurs. Aussi, nous avons réalisé une analyse ethno-historique des explications de l'émergence du monkeypox. On a interrogé les personnes âgées pour savoir à partir de quelle période de l'année ils ont commencé à voir ces premiers cas. Est-ce que c'est des maladies qui existaient il y a plusieurs décennies, ainsi de suite. Et les réponses nous ont permis de comprendre que à peu près à partir de quelle année le monkeypox a commencé à apparaître, et il y a bien un lien avec des données cliniques rapportées dans la région sud-ouest de la RCA où les premiers cas de monkeypox avaient été mis en évidence dans les années 1986, qui concordait exactement avec ce que les populations, la période dont les populations nous ont rapporté. Donc, en conclusion, ces différents travaux de recherche nous ont permis de comprendre le rôle majeur, d'abord le rôle majeur de la surveillance nationale dans la durée et la nécessité de renforcer les capacités et de disponibiliser déjà des matériels de protection individuelle, mais aussi
de vacciner les populations qui sont dans ces zones à risque parce que nous avons vu que pour la République centrafricaine, les zones à risque sont le sud du pays qui fait frontière avec la RDC et qui correspond à une zone de forêt où la pluviométrie peut persister pendant plus de 8 mois de l'année. On a la pluie dans le sud de la République centrafricaine, ce qui crée des conditions favorables pour la circulation le maintien et la circulation de ces virus. Nous avons aussi couplé, c'est très important de coupler donc la surveillance humaine à la surveillance des faunes pour pouvoir identifier de manière formelle tous les probables afin donc de faire de la prévention. Il y a aussi la nécessité de recherche pluridisciplinaire pour permettre d'estimer la circulation exacte du mpox, d'identifier les sources des contaminations, d'établir les mesures de prévention adaptées et spécifiques. Mais aussi, il est important de réaliser des recherches internationales sur les zones transfrontalières. Voilà à peu près succinctement les résumés des principaux travaux que nous avons réalisés, que je partage avec vous. Merci pour votre attention. Wow. Un autre excellent exposé par le professeur Emmanuel. Thank you very much, Professor. And thanks also to Professor Mark, yeah, for the very, very good presentations. And it's just within time. I want to encourage my colleagues to come up with their questions through our Q&A feature platform. And you also have the opportunity to come live with your questions. And I want to encourage the presenters to check on our Q&A box for any questions. So far, we have a few questions that have come up. A question from Hamadi Barak is asking, bonjour à tous, le 23 cas non identifiés, c'est-à-dire non varicelle, non mpox, est-ce que vous avez réalisé d'autres analyses? So I don't know who will answer this question, whether Mark or. Yeah, then Dizon Mariam also asks, quel est le seul admis pour affirmer une épidémie de mpox? Then we have another question, anonymous. Someone was asking, I'm seeing diagnosis. Could there be a rapid diagnostic test or it's some PCR to confirm mpox disease? So let me pass the mic to Professor Mark, if you can address any of those questions that relate to your presentation. Then later we go to Professor Emmanuel. Thank you very much. Yeah, I'm not sure. Like one of the questions was a rapid diagnostic test for mpox, and perhaps Dr. Emmanuel could address that a little bit more. But in our study, I mean, we are using PCR as our main way of detecting index cases for the trial. I'm just not aware of anything other, in terms of let's say point of care test. I'm not aware of anything yet that's been developed, but it's not my area of research, so I might be wrong on that.
Okay. So, thank you very much, Prof. Another question from Jose Camille. I think this got to do with RCA. The question is, do Paracet donner probante sur le mpox en RCA une coordination conjointe d'activité de réponse entre la RCA et la RDC est plus que nécessaire pour arriver à contrôler cette maladie dans les provinces voisines de ces nations. Pouvons-nous savoir si les deux pays ont-ils déjà mis en place un cadre de collaboration à ce sujet? Si oui, en quoi consiste réellement cette collaboration? So I will invite Professor Emmanuel for that question. Colleagues, don't forget to still have the opportunity to come live and ask your questions. Over to you, Prof. Emmanuel. Hello. Hello. Can you hear me? Dr. Alassane, I think that Dr. Emmanuel left us. I can't see Hello. his name on the list, so I think he left us. Hello. Yeah, Dr. Alassane, do you hear me? Okay. Lost part of the discussion. Dr. Alassane, do you hear me? Yeah, I can hear you now. Okay, So I think Professor Emmanuel has left us. Oh man, okay. So meaning we can't answer all the questions posed by these guys. Another question just came in. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé l'autre principal de la variole de Singh? Prof. Mark, can you step in? Who else? Anyone can step in, please? Well, I'm seeing one question which I think is directed to me by Dr. Andre Mikobo, who's asking two questions. One, he's asking, mpox is endemic in certain regions. Is the vaccination should be systematic or only considered the post-exposure phase? So it's important to know that this is a study, right, of post-exposure prophylaxis. So it's for the study, we're only studying post-exposure. Whether, what the efficacy is, we don't know, which is why we want to study it. The second one is, the question is the idea of duration of time after which the vaccinated person is supposed to be immunized. Well, the issue, the way we're looking at it is, because it's post-exposure, as soon after the exposure as possible, the individual gets vaccinated and we follow them up. So the answer will be, we'll have to know that from the trial to see, will it be within the 10-day period or will it be afterwards? We don't know that without doing the study. If we look at the observational studies, they are very variable. Some suggest that you have to that the vaccine will only be effective after a certain period of time when antibodies are generated.
Some studies have shown 14 days, but other studies have shown, even within 5 days that the vaccine can produce a protective effect. So I think the real answer is that it's uncertain. But one thing is that we are looking not only at RT-PCR confirmed infections. So all of the studies, the observational studies that I presented, we're just looking whether, a vaccine, whether it was pre-exposure or post-exposure, whether it could prevent PCR-confirmed mpox. But in our trial, even if we find that the vaccine cannot prevent PCR-confirmed mpox, we will be looking for severity of illness. So that's something we feel is very, very important, and that's why it's a co-primary outcome. Dr. Al Hassan, Prof. Emmanuel is back with us. Thank you very much, Professor Leo, for those responses. And welcome back, Professor Emmanuel. Lionel, my colleague there, can you please just echo what we've been discussing while Professor Emmanuel left us in French? Thank you. Okay. Yes, merci, Dr. Hassan. Professeur Emmanuel, bonjour, on va dire. Tout à l'heure, il y avait des collègues qui avaient posé des questions, donc on essayait d'y répondre. Alors, je vais passer, on a un certain nombre de questions. Je vais essayer de passer en revue ces questions, et si vous avez des réponses, vous pouvez y apporter. Donc, je commence par la première question qui a été posée par Amadi Baraka. Alors, sa question était de savoir, il dit ceci exactement, que les 23 cas non identifiés dont vous avez parlé, c'est-à-dire non varicelle et non mpox, est-ce que vous avez réalisé d'autres analyses sur ces cas-là? Ça, c'est la première question. Alors, je vais aller peut-être par 2 questions à la fois et pour que vous puissiez peut-être y répondre. Alors, la deuxième vient de Madame Mariam qui demande enfin de savoir quel est le seuil admis pour affirmer une épidémie de mpox, c'est-à-dire en fait à partir de quel moment on définira, on dira que nous sommes en face d'une épidémie de mpox. À vous, professeur. Merci beaucoup. D'abord, je présente mes excuses pour la coupure de connexion. Heureusement, juste au moment où je finissais ma présentation. La première question, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup d'outils de diagnostic différentiel. Je dis que la confirmation de cas de monkeypox aujourd'hui, c'est par la PCR. Hein, le méthode de confirmation recommandée par l'OMS, c'est par la PCR. Donc, nous avons réalisé des PCR sur des prélèvements suspects qui nous arrivent. Et à la clinique, on penserait à un mpox. Quand c'est négatif, nous faisons systématiquement la recherche de varicelle, mais aussi on recherche tout ce qui est virus éruptif, qui cause des éruptions comme la rougeole, la rubéole. Donc, quand c'est négatif, nous, on passe les prélèvements au laboratoire des virus entériques dans lequel ils font la rougeole et la rubéole. Donc, on recherche ces 4 pathogènes. Aujourd'hui, pour nous permettre de comprendre pourquoi tous ces prélèvements sont négatifs, ben, c'est passer au NGS. C'est-à-dire il faut séquencer tout le génome pour pouvoir faire l'identification, mais nous n'avons pas d'outils aujourd'hui pour nous permettre de déterminer la part des 23 échantillons qui ne sont ni monkeypox ni varicelle. Et d'ailleurs, nous avons
grâce à l'appui de l'OMS, nous venons de recevoir un Illumina qui va nous permettre de démarrer le séquençage des souches et qui va nous faciliter beaucoup les choses pour comprendre tous les échantillons indétectables par les outils que nous disposons. Qu'est-ce que ça peut être? Le seuil, aujourd'hui, le seuil pour déclarer une épidémie elle n'est pas clairement définie. Il faut savoir que en Afrique, on a souvent des cas isolés au sein d'une famille, une personne peut présenter les symptômes. Tous les membres de la famille sont en contact avec cette personne, mais eux, ils ne vont pas développer la maladie. Nos enquêtes de prévalence nous ont, même si c'est un test fait, un antigène fait maison, ça nous a permis de comprendre que plus de 80% des gens qui vivent dans les régions où surviennent ces cas de monkeypox ont des anticorps, pas spécifiquement monkeypox, probablement orthopox contre un quelconque orthopox. Est-ce que c'est ça qui justifierait qu'on n'a pas des grosses épidémies? Il y a sur une diapo, je n'ai pas montré, mais jusqu'à aujourd'hui, quand nous, on parle d'épidémie, c'est quand on a, dans un même village, on a entre 2 et 15 cas. Le plus gros nombre de cas rapportés dans un village, c'est une chaîne de transmission décrit épidémiologiquement, c'est 15 personnes. Donc, sur la définition de l'épidémie aussi, ce sont des incertitudes. Il n'y a pas une définition bien précise et je pense qu'avec les données que nous commençons, chaque pays commence à apporter, cela permettra à l'OMS de faire bien la différence entre un cas et à partir de quel moment on peut dire qu'on est en épidémie. Donc voilà ce que je peux donner. Si d'autres experts ont des explications, ils peuvent apporter pour nous permettre tous de nous accorder sur ces différentes définitions. Merci. Merci, professeur. Merci pour ces réponses. Donc, on retient qu'il n'y a pas de seuil à l'heure actuelle, il n'y a pas de seuil précis pour une définition d'une épidémie en matière de mpox. Je pense, mais en fait, en fonction de l'expérience, le professeur partage que entre 2 et 15 cas sur une même chaîne de transmission, c'est ce qu'ils ont utilisé jusque-là, mais il n'y a pas de consensus à ce niveau-là. Alors, professeur, il y a encore 6 autres questions. Alors, ce que je vais faire, je vais aller par série de 2 ou par série de 3, c'est à votre convenance pour que vous puissiez y répondre. Allez-y. OK. Merci. Alors, il y a un de nos collègues aussi qui voudrait savoir, alors je le cite exactement, il dit, c'est M. José Casimir, il dit, de par ces données donc, probantes sur la variole simienne, en République centrafricaine, une coordination conjointe d'activités de riposte entre la RCA, la République centrafricaine, et la RDC est plus que nécessaire pour arriver à contrôler cette maladie dans les provinces voisines de ces nations. Alors, pouvons-nous savoir si les deux pays ont déjà mis en place un cadre de collaboration à ce sujet, en fait, pour faire une riposte conjointe? Et si oui, en quoi consiste réellement cette collaboration? Ça, c'est donc la première question. La deuxième question vient de Madame Mariam, qui a posé récemment une question. Elle demande quel était le traitement en vigueur lors des épidémies enregistrées et qu'est-ce qu'un CLAD? Bon, je pense que vous allez revenir dessus. Enfin, elle finit par dire et qu'est-ce qui différencie le CLAD 1 du CLAD 2? À vous, professeur. Merci beaucoup pour ces questions. Pour répondre à mon ami Casimir, effectivement, comme vous avez remarqué, les nombres de cas surviennent en RCA principalement entre la frontière RDC et République centrafricaine. Dans cette optique,
nous nous sommes rapprochés de nos collègues de l'INRB et de la direction des services de surveillance où nous avons d'abord, c'est à la demande du ministre de la Santé de la République centrafricaine qui a contacté son collègue de la RDC et celui-ci donc a instruit une équipe de l'INRB et du ministère de la Santé qui sont venus en République centrafricaine. Ils ont rencontré le ministre, ils sont venus rencontrer le laboratoire et avec eux, nous avons traversé pour aller à la première ville du Congo, de la RDC, qui est juste en face de l'autre côté de la rivière. Et nous sommes allés aussi dans la région de la Lobaïk, sud-ouest de la RCA, mais nord Ubangi. Et ensemble, nous avons donc mis en place une stratégie, il y a eu des communications où tous les suspicions qui surviendraient au niveau donc des zones frontières, que les échantillons soient envoyés à l'Institut Pasteur de Bangui. Et dans la partie nord sud-est de la RCA, où nous, c'est des zones d'accès difficiles et aussi où il n'y a pas d'infrastructures sanitaires là-bas. S'il y a les cas sont orientés vers la RDC. Et nous avons mis cela en place il y a une année et demie déjà, jusqu'à aujourd'hui. Nous recevons les échantillons qui viennent de Nord Ubangi. Nous faisons le diagnostic. Nous communiquons à nos collègues de la RDC et eux, pareillement, ils font les diagnostics qu'ils nous envoient. Donc aujourd'hui, ils ont mis en place un comité et une stratégie de surveillance transfrontalière entre ces deux pays. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous pouvons envoyer nos échantillons à l'INRB pour le séquençage. Donc, nous avons déjà mis en place une forte collaboration qui nous permet aujourd'hui de voir les souches qui circulent en République centrafricaine. Par rapport à la question de Marianne, effectivement, je n'ai pas mentionné, ça c'est aussi quelque chose que nous avons mis en place avant la survenue de l'épidémie de 2022. En septembre 2021, nous avons démarré l'utilisation compassionnelle du tecovirimat en République centrafricaine. Donc, il y a un site qui est situé au sud, en Baïki, au sud-ouest de la RCA, où tous les cas qui surviennent dans la partie sud-ouest sont orientés là-bas et ils sont pris en charge. C'est un traitement qui dure 14 jours et ce qu'on a observé, c'est que dans presque 80% des cas, au bout des 14 jours, les éruptions se résorbent et les patients finissent par sortir les échantillons C négatifs, que ce soit à partir de sang, même si la charge virale est très faible dans le sang, mais on a eu des cas où en absence d'éruption encore sur le corps, après 14 jours de traitement, on a mis en évidence la présence du génome du virus dans le sang. Et donc, ils étaient suivis à J21 et J28. Donc, nous avons aujourd'hui en République centrafricaine, on utilise de façon compassionnelle, ce n'est pas un essai clinique, de façon compassionnelle, le tecovirimat pour le traitement des souches qui circulent en RCA. Nous avons, au mois de décembre observé des résistances, mais c'est des patients qui sont venus de la République du Congo voisin et c'est une chaîne de transmission de 3 personnes et ceux-là, on les a mis sous traitement tecovirimat pendant 14 jours. On a arrêté le traitement, mais les boutons ont continué à réapparaître. Il y a un qui est allé jusqu'à 90 jours. Donc, on a envoyé les souches à l'INRB qui doit être, et je pense qu'ils vont nous envoyer les séquences pour savoir s'il y a une mutation, c'est une résistance certainement, puisque aux États-Unis, il y a des études qui ont montré qu'il y a des patients qui ont présenté des résistances au tecovirimat
Donc, nous attendons ces résultats pour comprendre si c'est une résistance, si cette souche elle est identique à celle qui circule en République du Congo. Donc, voilà. Et puis, les clades, en fait, c'est vraiment au niveau de l'analyse des séquences des virus. Il y a un pourcentage de divergence qui peut permettre de dire que, ben, à partir de ce pourcentage-là, on a un variant qui est différent de l'autre. Là. Les mutations, il y en a, mais en fonction des gènes qui sont affectés, on peut considérer qu'on a une souche qui est différente de l'autre et on parle de lignée, une lignée différente. C'est-à-dire que les clades sont une séparation une distance, accumulation de mutations, de phénomènes qui surviennent sur le génome du virus et qui va l'éloigner du virus initial. Donc, on va considérer que ça, c'est en quelque sorte des variants, si vous voulez. Ça, c'est un variant qui est différent. Le pourcentage d'homologie permet de les séparer, de dire que non, ce n'est plus le même virus, mais c'est un autre variant. Donc, les clades, à peu près, c'est en termes simples, hein, c'est la séparation des lignées à partir d'une souche initiale. Merci, professeur. Merci infiniment pour ces réponses. Et je pense que notre collègue Casimir sera content de savoir que il y a réellement une collaboration qui existe donc entre la République centrafricaine et la RDC en matière pour cette réponse. Et on sait qu'au moins au niveau de ce comité, il y a une surveillance transfrontalière donc qui joue ce rôle. Et merci professeur de faire partie donc de tout cet environnement-là et pour tout ce travail que vous faites. Alors, je vais revenir sur deux autres questions comme on a commencé par le faire. Alors, il y a notre collègue Kamaya qui demande si les cas de la identifiés donc en République centrafricaine, est-ce que ce sont des cas qui sont tous importés de la RDC ou il y a également des cas localement qui ne sont pas importés et qui sont donc identifiés en République centrafricaine? Ça, c'est la première question. Et la deuxième vient de M. Patrick qui demande pourquoi jusqu'aujourd'hui on n'a pas encore trouvé l'hôte principal donc de la variole simienne. À vous, professeur. Merci beaucoup pour ces questions pertinentes. Hein. Non, les cas qui surviennent en République centrafricaine ne sont pas des cas importés de la RDC. Comme je vous ai dit, dans une région sud-ouest de la RCA qui n'est pas qui ne fait pas directement frontière avec la RDC, c'est plutôt frontière avec le Congo, mais la Mbayere qui est quand même éloignée. En 1986 déjà, des cas cliniques ont été rapportés. Et en faisant des enquêtes de prévalence, parce que vous savez que l'Institut Pasteur est en République centrafricaine depuis le 25 février 1961 et que c'est un centre de recherche, d'appui à la santé publique et d'encadrement de formation. Dans ce cadre-là, nous hébergeons presque tous les centres de référence OMS pour les maladies à potentiel épidémique. Et depuis les années 1970, les équipes ont sillonné les pays pour collecter des sérums, pour capturer des moustiques et des rongeurs, ainsi de suite, afin de faire de la veille microbiologique, veille épidémiologique. Et nous disposons donc d'une biobanque des prélèvements remontant à ces dates. Et à partir de 2001, quand nous avons mis en place la technique de diagnostic du monkeypox, nous avons réalisé dans une des mes diapos, j'ai parlé d'études rétrospectives. Donc, nous avons analysé les prélèvements des sérums qui remontent à ces années et dans les années 70, 80, 86, on avait déjà la présence des anticorps du virus chez un certain nombre de personnes
prélevés dans ces différentes régions. Donc, on ne peut pas parler d'importation à partir de la RDC. C'est vraiment des cas autochtones. Les cas qui surviennent en République centrafricaine, c'est des cas autochtones. Mais il faut savoir que la RDC, la RCA fait 2000 km de frontière avec la RDC, séparée par le fleuve Ubangi. Donc, bon, les populations traversent, mais les réservoirs se trouvent bien en République centrafricaine. Et ce qui permet de rebondir sur la question de savoir, mais pourquoi le réservoir formel n'est pas connu? Non, je pense qu'aujourd'hui, on a des preuves que les écureuils du Funestus sont réservoirs du virus parce qu'on a mis en évidence le gène, par la PCR, le génome du virus chez ces espèces qui, eux, ne font pas la maladie. Donc, ils portent le virus. Ils peuvent l'excréter, mais ils ne font pas la maladie. Donc, c'est bien deux réservoirs. Et en faisant donc la superposition entre les zones climatiques, la végétation, la température et les zones dont surviennent les cas et les rongeurs, on voit bien qu'il y a une corrélation entre la présence il y a de trois espèces d'écureuils dans ces différentes parties, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit en Afrique centrale. Là où surviennent ces cas, on va retrouver ces trois espèces d'écureuils chez qui on a mis en évidence le génome du virus. Donc, on sait que les écureuils sont réservoirs du virus, mais il peut avoir d'autres espèces animales, d'autres rongeurs, et notre effort, c'est d'essayer d'avoir plus d'informations sur davantage de réservoirs probables parce qu'il y a des régions des villages où on ne peut pas retrouver ces écureuils, mais les cas qui surviennent, peut-être c'est d'autres espèces de rongeurs. C'est pour ça qu'on dit probable, probable, mais on sait que les écureuils sont réservoirs et l'autre, l'homme et les singes ne sont que des hôtes intermédiaires, puisque eux, bon, les singes, ils développent des éruptions comme l'homme. Probablement, il y aurait d'autres hôtes intermédiaires. Le réservoir, il est quelque part. Il y a une espèce animale plus en contact avec l'homme que peut-être aujourd'hui, on n'a pas encore mis en évidence, qui serait l'hôte intermédiaire amplificateur qui serait à l'origine de l'infection chez l'homme. Merci. Ok, merci professeur pour ces brillantes réponses. Merci infiniment. Donc, les cas en RCA sont des cas autochtones et c'est ce qu'on retient. Et je vais demander aux collègues, nous nous en excusons sérieusement parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui voudraient poser la question et qui ont levé les mains. Donc, pour des questions de temps, nous allons d'abord repartir vers eux et si le temps nous permet, on reviendra. Et merci pour tout cet intérêt. Over to you, Alassane. Exactly. All right, thank you very much, Lionel. Thank you, Professor Emmanuel. We have three hands up. William, Norbert, and Mariam. I want to invite William over to you, or who's available now to speak. Mariam, you can go live, please. Excusez-moi, c'est une erreur. Ma question a été déjà posée dans le chat. Oh, okay. Excusez. Merci. Pas de problème, pas de souci. Right, can I invite William Kabori, please? William? Nobasuki? I think they are muted. We have two hands. Are you guys ready to ask questions? Any other question? Live one? Oh, okay. Norbert, over to you. All right. William, are you ready? Hello.
Yes, William, over to you. Ok. J'ai une question. Ma question, je l'ai déjà posée, mais pas encore revenue. En fait, j'aimerais savoir un peu quelle est la chance d'un participant. Allô? Do you hear me? Now, yes. Vous m'écoutez? Allô? Allô? Ça Allô? crache, ça crache, on n'entend pas bien. Allô? Do you hear Continue. me? Okay, it's better. Okay. It's better. Go on. Ok, je suis docteur Honorable Didono. J'avais déjà posé ma question au niveau du chat, mais ça n'a pas répondu. Je veux savoir un peu quelle est la chance d'un participant qui est au niveau, dans la période d'incubation de monkeypox et qu'il est vacciné. Quelle est la chance de faire le cas grave de monkeypox? I think this should go Over to to you. Prof. Mark. Okay, so I think the question is, if someone is vaccinated during the incubation period, is there a chance that that will worsen if the individual develops mpox? Will the vaccine exposure to the Yeah, vaccine? exactly. That is my question. Yeah, there's no evidence, certainly no evidence for that, because obviously a lot of people would have received the vaccine both in the post-exposure in a lot of the studies that I showed, and there's no evidence for this type of scenario where there'd be an enhancement of illness. If anything, the vaccine just won't work. But there's no evidence that it would actually worsen a presentation of mpox. Awesome. Je Thank you very much. Okay. Je peux ajouter quelque chose? Yes, Emmanuel, vas-y. Oui, notre étude nous a montré que les cas qui surviennent aujourd'hui sont presque à 99% chez des personnes qui sont nées après 80, c'est-à-dire l'éradication de la variole. Nous avons eu 2 cas sur des personnes confirmées monkeypox depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Une personne était âgée de 65 ans et la deuxième personne, à peu près la même tranche d'âge. C'est des gens qui sont supposés être vaccinés contre la variole. Donc, je pense que au vu de ces résultats, si une personne est vaccinée, le problème de sa question, c'est pendant vaccination, pendant la période d'incubation, je crois. Mais sinon, les études sérologiques que nous avons réalisées systématiquement jusqu'aujourd'hui ont montré que les cas ne surviennent que chez les personnes qui sont nées après l'arrêt de la vaccination contre la variole. Merci. À vous. Yes, good afternoon, Prof. My question is for Prof. Emmanuel. Thank you so much for your presentation. I want to know what type of surveillance programs exist in the diagnostic test for animals, also for monitoring, for the monitoring of mpox, and how many tests are typically performed in a given period? That's my first question. My second question is, the research is, sorry about that. The research is showing that there is a rise in cases of swine pox simultaneously in some settings where there's also mpox. Have you encountered a similar rise in cases among pigs? And what was your approach if there is that? I'm also wondering if it doesn't
bring some, if swinepox is not also one of diagnostic differential for the mpox. Thank you. Bon, je n'ai pas bien retenu l'ensemble de la deuxième question. Je vais commencer par la première. C'est le système de surveillance en ce qui concerne le réservoir, si j'ai bien compris. Correct. Donc, en ce qui oui, concerne le réservoir. le réservoir, oui. Aujourd'hui, bon, comme je vous disais, l'Institut Pasteur de Bangui joue le rôle de veille scientifique, c'est-à-dire que dans notre activité de recherche, de routine, nous avons des équipes qui font des missions pour la collecte des probables réservoirs de plusieurs maladies. Et quand nous avons des prélèvements, toute espèce, hein, ça peut être des oiseaux pour les arboviroses, West Nile, ça peut être des rongeurs pour les hantavirus, ainsi. Quand on part en mission, on collecte systématiquement tout animal qui pourrait être probable réservoir d'un pathogène qui pourrait être, d'un micro-organisme qui pourrait être pathogène à l'homme. Donc, il y a ça, c'est sur cette surveillance qui est une surveillance continue, mais spécifiquement pour le monkeypox, ce que nous faisons, c'est lorsque un cas de monkeypox est confirmé, le ministère de la Santé organise systématiquement une investigation autour des cas. Et l'investigation est une investigation pluridisciplinaire, multipartie, c'est-à-dire qu'on a l'équipe d'élevage, on a les gens de l'environnement, le laboratoire, l'Institut Pasteur, les épidémiologistes. Et quand on va, c'est à l'occasion de cette enquête de surveillance que des espèces animales susceptibles d'être réservoirs sont collectées autour du cas. Mais il n'existe pas un système de surveillance défini spécifiquement pour la surveillance animale. L'année dernière, au mois de novembre, il y a eu un atelier multisectoriel où justement l'Institut Pasteur a mis à disposition des équipes de faune, puisqu'on a on a des réserves, on a des zones dans lesquelles on a des éco-gardes, ainsi de suite. Donc, pour la surveillance de la faune, on leur a donné des kits pour qu'ils puissent systématiquement faire des prélèvements, mais ça, c'est une surveillance au niveau disons, de la maladie. Hein. Ils recherchent si un animal présente des signes, là, ils font des prélèvements pour envoyer au laboratoire pour confirmation. Mais système de surveillance défini clairement pour la surveillance de monkeypox dans la faune, aujourd'hui, on n'en a pas. En octobre, j'avais été invité au Nigeria où on a élaboré le document de stratégie de surveillance de monkeypox dans la faune. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça a été transmis à l'OMS, je pense, HQ. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore validé ce document qui permettrait de mettre en place la surveillance du monkeypox dans la faune. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de recommandations formelles par rapport à ça. La deuxième question, je ne l'ai pas notée. Si mon ami peut me rappeler. Oui, pour revenir à ma deuxième question, merci, prof, pour la réponse à la première question. Ma deuxième question, c'est juste savoir si dans votre recherche, vous avez eu des cas de swinepox, parce qu'il y a, there is a rise in cases of swinepox among pigs. These are domestic animals, and the literature shows that
the tests that are being done are only being done on cadavers of pigs. So I'm just wondering if the swinepox could also lead to confusion during this public health emergency of mpox. Over. Merci beaucoup pour cette question pertinente. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Comme je vous ai dit sur la liste des maladies à fièvre éruptive, nous sommes limités à ce que je vous ai cité, c'est-à-dire le monkeypox, la varicelle, la rougeole et la rubéole, c'est le diagnostic différentiel de la rougeole. Donc, nous nous sommes limités à cela. Effectivement, on sait qu'il y a les cowpox, peut-être qu'on n'a jamais cherché. On dit qu'il n'y en a pas en Afrique, mais c'est qu'on n'a jamais cherché. Ou bien chez les porcs ou chez différentes espèces animales, nous n'avons pas élargi les outils de diagnostic à toutes les espèces animales. C'est pour ça que je disais que dans le plan stratégique qui a été élaboré pour la surveillance de monkeypox dans la flore, tout cela est intégré. Et quand cet outil sera validé, je pense que nous allons acquérir les... Bon, aujourd'hui, on peut faire la biblio, hein, c'est des résultats qui sont publiés. On peut commander les amorces et commencer à rechercher aussi systématiquement. Mais vous avez parfaitement raison, c'est très important de rechercher parce qu'il se peut que tout ce qui est négatif, parmi les négatifs, on aurait des cas de variole, que ce soit qui viendraient du porc ou bien d'autres espèces animales. Je suis tout à fait, merci d'ailleurs de relever ça et ça va me permettre d'élargir ma gamme de diagnostics. Merci. À vous. All right, thank you very much. Thank you very much. I think no more hand. I want to believe we've exhausted some of the questions, except if there are any questions. But someone is saying we need the email address of Professor Emmanuel. That just shows how interesting this session is. They are asking for the email addresses of the presenters to want to follow on. Thank you very much. Any other question? I think we are fine. We have one hand raised. Oh, a hand up. Well, yes, Samu Mashika or Manika. Yes, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. This is Samu Manisa from Mozambique. Yes, I would like to understand if in the southern African countries such as Mozambique, is there some researches that have been done through the mpox? And if it's there, I would like to know if there is some cases which were discovered in this country, and what is the strategic plan in order to avoid the speed up of this. Thank you, Doctor. Okay, very much, Samuel. Prof. Emmanuel is listening, but I want to inform you that he has shared both his email address and WhatsApp number on the chat, so we can reach out to him for any clarification. Prof. Emmanuel, this question is for you. Help us, please. Thank you. From Samuel. Ouais, je m'excuse, j'étais en train d'écrire l'adresse, je n'ai pas bien capté. Quelqu'un peut me répéter la question? Oh, Samu, please come back. Yeah, thank you, Samu, come back. Yes, Doctor, I was trying to understand if there are some researches which have been done in Southern Africa countries, such as Mozambique,
If they're there, you could share with us. I'll write down my email address. And what is the strategic plan has been done to avoid the spread up of monkeypox in these southern African countries such as Mozambique? Ok, je n'ai pas d'informations sur la situation au Mozambique, ni sur les systèmes de surveillance mis en place, parce que je sais que à partir de 2022, tous les pays ont intégré la surveillance de monkeypox dans le système de surveillance. Je veux me renseigner et peut-être si d'autres personnes ont des informations, ils pourront vous partager avec vous, mais je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Je suis vraiment désolé. Thank you very much, Prof. Thank you. I haven't seen any other hand. On that note, colleagues, I thank you very much for this attention. I now want to invite the coordinator of this webinar, Dr. Daniel, to share with us next steps and then close the session for today. Thank you very much, and over, Emmanuel. Thank you. Thank you so much, Dr. Alexander. I want to especially appreciate the facilitators of today's session. Very, very deep information sharing there. Thanks so much to Professor Emmanuel and Professor Mark. Thank you so much. We want to appreciate you. Despite your busy schedules, you are able to create time for this, our neighbor audience at WHO Africa. Thank you so much all the way from Canada, Professor Mark, for giving us this audience of yours. And thank you so much, Professor Emmanuel from Central Africa Republic. Both of you have shared very exciting information with us. The information around the use of vaccine in post-exposure prophylaxis from Professor Mark was very deep. And Professor Mark, please do share with us anytime you have the findings from those ongoing researches. Our audience, and particularly we at WHO Africa, we are very much interested to know the findings when they are eventually out. And Professor Emmanuel, thank you so much. Quite enormous number of research that you have done in Central African Republic or Central Africa in general. And I know that many researchers on this platform will be very much willing to collaborate with you in the future on any research that you may still want to conduct. And this also goes out to Professor Mark on the use of vaccine for post-exposure prophylaxis. Thank you so much. I go see Professor Ogoina online. I don't know if he's still here. Very exciting. Professor Dimia, are you there? I don't know if you're still around. Thank you so much. Yes. Hello, Daniel. Yes, I'm here. Thank you. Oh, thank you. Thank you, Professor Dimia. He was actually one of our powerful presenters in the last session, and on the case management, very deep as well. You may also want to reach out to him. In fact, I got to a point that we were actually thinking that there was not enough time for him to give us, to dish out this deep knowledge sharing on case management. Professor Dimia, if you don't mind, you may want to say one or two things to the audience, or probably also share your contacts if possible, in case we have people on this platform that may want to reach out to you. Thank you, Professor Dimia. Thank you.
Thank you very much, Daniel. Just to appreciate all the speakers, I think it has been a very informative and a very rewarding session. I've learned a lot, and I believe every other person has learned. I can share my email if anybody wants to reach me so that we can have mutual learning. Once again, thank you. Thank you so much, Professor Dimian. Yes, Professor Dimian anchored case management last week. In summary, we have finished 4 sessions or 4-week session in this webinar. We've gone through what the virus looks like itself. We have looked at the structure, its source, its reservoir. We checked the epidemiology and the transmission mechanism. What do we have when we talk about laboratory diagnosis? We looked into that to actually nail down the virus itself, that this is mpox indeed. And at the same time, we have also gone through, after diagnosis, how do we treat? And that was what the Professor Dimian, along with another presenter, Dr. Rashida Tu, not present here today, dealt with in last session. And today, we dug deep to see what research information has for us as far as prophylaxis or post-exposure prophylaxis, use of vaccine, and at the same time, what are the broader level of research findings from where the disease is so endemic, talking about Central Africa, the DRC, Central African Republic, and the likes, and even across Africa generally. Colleagues, next week will be the last session for this mpox webinar, and it promises to be very exciting because we'll be dealing with 3 aspects that day. Number 1, we'll be talking deeper into the One Health approach for the management of mpox, which will be anchored by one of the WHO experts here. And at the same time, we shall also dig deep into sorry for the light, dig deep into the risk, the RCCE, which is risk communication and community engagement use. And at the same time, we will be talking about the incident management, the real WHO methodology about the management using the incident management system in a standard way for the response to the outbreaks in any community. So these 3 areas are going to be very fascinating. And so you may want to invite every other person that you know would benefit from this, because we'll be talking about full response. We're talking about how do we respond to any outbreaks. So this time around, we shall be looking into actions on the field, and it's going to be very interesting. Please come with your colleagues, disseminate the information. The flyer will soon be out, and we shall share on all our media outlets, and it promises to be very, very, very exciting. That day too, any of the past facilitators that have dished out information to us present will have the opportunity to probably come in and share 1 or 2 things with probably new attendees of this webinar. So that day is going to be a cap it up a day whereby we will mix everything we have learned together, and we will all be ready as soldiers of public health in whatever sections or pillars of the management that we work, to be able to kick out this disease from our continent. At this juncture, I want to appreciate on behalf of the team lead of emergency response at the WHO African Regional Office, Dr. Solomon, who will surely be present next week session to tell us what the next step will be after this present webinar training. I want to thank every one of you, our past and present facilitators, for such information that you have shared with us. At this juncture, I want to thank also our attendees. Thank you so much for attending this webinar. And we know that we are all sharing the knowledge and the information that is needed to be able to combat this
very, very important and ravaging disease in our continent. Not to just take much of your time. Thank you so much and see you next week. Thank you, Professor Mark. Please, greetings to everyone in Canada. Thank you, Professor Emmanuel. Greetings to everybody in Central African Republic. Probably we are going to be coming to your institute to visit and probably hear it live and show us all those things that you are mixing together in your research. Very, very exciting. Thank you, Professor Mark. Thank you so much. Thank you. Thank you. Probably we will be in Canada soon to greet you. I'll probably come to your laboratory as well. So, Lionel, please be ready. I know Lionel has been there before, so I'll come with Lionel with the team to greet you in your laboratory. Very exciting there. Very, very exciting. Thank you so much, our powerful facilitators. And please do get ready because we are going to invite you again in the nearest future. Maybe this time around for the physical facilitation at the WHO premises or in whatever institution that we are going to choose. Very, very exciting there. And we know that you will always keep to our call when we call upon you. Thank you so much. And today, at this juncture, we will bring to close this particular session. Thank you, our powerful and amiable audience, the attendees. We expect you next week again. Thank you so much. And please, we are ready to go and take a rest now until next week. Thank you. And you are welcome in car. Yes, sure. Sure. Welcome to car. Thank you, Professor Emmanuel. Very, very excited. Thank you. Professor Noel, we are coming to Canada. Just tell the embassy to get ready to give us the visa. Yeah, I'll do that. Thank you. Thank you. Thank you so much. Bye. Yeah, bye. Thank you. Have a very good evening. Thank you.